Vadimekum pour contrer l'agriculture bashing, ça va être le thème du débat de ce soir ici en direct de la Porte de Versailles dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Kerfon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'IPP, juste à vos côtés Eddy Fougier, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, à vos côtés Xavier Thévenot, directeur de la communication et des affaires publiques de Syngenta. Bonjour. Et à ma droite Ronan Chastelier. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle Life and Farm. On aura l'occasion de le montrer et d'en reparler. Ma première question est pour vous, Xavier Thévenot. Hier, vous avez regardé la télé, il y avait Cash Impact et bien évidemment, c'était centré sur les phytos et bien évidemment, vous avez été mis à l'honneur. Comment vous avez réagi? Alors, la réaction, c'est un peu deux types de réactions. Pendant 10% de l'émission, on a vu les agriculteurs, les agricultrices, les viticulteurs, les viticultrices expliquer leurs problèmes phytosanitaires, leurs problèmes environnementaux, comment ils essayaient de trouver des solutions pour répondre à ces attentes sociétales. Et puis, ça a duré 10% de l'émission. Et on a vu 90% de reportages qui étaient à charge contre l'agriculture, qui décrivaient une fausse image de l'agriculture et qui donnaient une perception totalement erronée de l'agriculture française et des différents modèles d'agriculture qu'on a en France. Donc voilà, cette ambivalence entre 10% de reportages qu'on pourrait garder et valoriser et 90% d'un reportage à charge, avec en plus beaucoup de recyclage de choses qui avaient déjà été dites 2 ans avant, sans que les gens aient le droit de répondre ou de faire une mise à jour par rapport à ces événements qui dataient. Donc un regret là-dessus et puis une fierté quand même qu'on ait eu l'occasion de prendre la parole et d'expliquer, de tenter de corriger un certain nombre de faits erronés qui ont été énoncés pendant le reportage, qu'on a fait en direct, à la fois sur Twitter et à la fois sur notre site internet. Alors Eddy Fougier, vous êtes politologue, mais vous travaillez cette question de l'agriculture bashing. Pourquoi déjà vous êtes intéressé à ce sujet? Moi, personnellement, je m'intéresse au mouvement protestataire et effectivement à un certain nombre de secteurs d'activité économique qui font l'objet d'une critique aujourd'hui. On parle de pharma bashing, de chimie bashing, de banque bashing. Donc c'est quelque chose d'assez courant et bien évidemment, ça concerne en particulier le food bashing, ça a commencé comme ça, et puis depuis quelques temps, effectivement, l'agri ou l'agriculture bashing, dont Cash Investigation est l'un des grands symboles, mais il y en a d'autres. Et effectivement, le Cash Impact de hier soir a repris en grande partie une mini rediffusion de l'émission d'il y a 2 ans qui avait fait déjà beaucoup de bruit. Alors comment vous l'analysez? L'agribashing est difficile à définir parce que c'est un sentiment. C'est le sentiment que certains agriculteurs ont une sorte d'acharnement, d'un dénigrement systématique dans les médias ou même dans l'édition. Alors, quand on regarde concrètement ce que c'est, effectivement, on s'aperçoit que tous les médias ne sont pas dans cette logique critique. La presse régionale, par exemple, Ouest France, pour ne pas le citer, par exemple, a une rédaction qui traite de questions agricoles, sans, y compris des controverses, mais sans nécessairement s'acharner en tant que tel. En revanche, il y a un certain nombre de médias, il y a un certain nombre de journalistes, un certain nombre d'émissions qui s'acharnent véritablement face à ces questions. Et quand on regarde, par exemple, si on fait juste un comptage des mots de l'émission de février 2016 sur les phytos, effectivement, ce que j'ai fait, donc l'émission dure 2h15, j'ai compté 503 termes anxiogènes cités durant toute l'émission, ça fait une moyenne de 1 terme toutes les 16 secondes sur 2h15 d'émission. Donc effectivement, l'idée sous-jacente de la part de ceux qui font ce type d'émission, c'est d'exploiter des peurs. Le consultant Serge Michels parlait du marketing de la peur. Il y a une instrumentalisation des peurs pour différentes raisons, des raisons d'audience, mais aussi des raisons certainement militantes. C'est quelque chose que vous retrouvez dans d'autres secteurs qui sont ciblés? Oui, alors on a d'abord parlé du food bashing, notamment. Effectivement, l'ANIA avait mis l'accent là-dessus, en comptant par exemple les émissions à charge à la télévision. Et c'était de l'ordre de 80 émissions par an en moyenne, donc ça fait une émission tous les 3-4 jours. Donc effectivement, même si l'opinion publique peut être assez libre dans sa façon de penser, les gens sont informés maintenant, sont plus formés, ils vont se faire une opinion par eux-mêmes, mais à force d'entendre systématiquement des équations phyto égale cancer ou d'autres termes qui sont particulièrement anxiogènes, il peut y avoir au moins des doutes, si ce n'est des préoccupations, voire des inquiétudes qui émergent au sein de cette opinion.
Est-ce que vous avez l'impression que ça augmente, ça diminue? Enfin, quelle est la tendance là-dessus? C'est difficile à évaluer, mais on peut vraiment avoir le sentiment que depuis quelques années, notamment avec le succès d'une émission comme Cash Investigation, c'est quelque chose qui devient de plus en plus visible. Parce qu'auparavant, on avait encore une fois des médias spécialisés, donc des médias plutôt d'orientation critique vis-à-vis du capitalisme ou un peu écologiste. Ensuite, il y avait un certain nombre de journalistes qui pouvaient avoir une orientation assez militante dans des médias plutôt assez élitistes, comme Le Monde, par exemple. Là, maintenant, on est plutôt sur des émissions grand public, sur des chaînes de service public qui sont en prime time. Ce n'était pas le cas hier soir parce que ce n'était pas l'émission mère, c'était une filiale. Mais effectivement, là, ça a un impact très, très important et on sait très bien par les chiffres d'audience que ça fonctionne. Et quand on regarde les enquêtes, Élise Lucet est la présentatrice préférée des Français, donc ça marche. Nicolas Carfon, vous savez que chaque fois qu'il y a un salon à l'agriculture, ça va être pour vous les phytos, non? Alors effectivement, nous, je pense qu'on a été pendant des années naïfs parce qu'on était, en tant qu'industriel déjà, on faisait notre métier, on faisait de la recherche, on amenait des solutions, on oublie que les produits, ce sont des produits qui sont utiles, on n'en a pas parlé. Donc au bout d'un moment, on s'est réveillé, on s'est aperçu que nos produits étaient décriés. Décriés d'abord par le mot pesticide qui est utilisé, qui fait peur à tout le monde. Alors on essaie de parler de produits phytosanitaires, de phytopharmacie des plantes. On nous ramène toujours sur les pesticides. Alors aujourd'hui, on tient quand même à rappeler que les pesticides, ce sont des produits qui sont indispensables. Les agriculteurs les utilisent pour protéger leur production, pour pouvoir continuer à en vivre et pour également protéger les consommateurs. Parce qu'il y a un certain nombre de toxines qui également sont développées et qui sont évitées grâce à ce type de produits. Après, il faut savoir que les pesticides, les produits phytos sont utilisés dans toutes les agricultures, que ce soit de la bio, de la raisonnée, du conventionnel. Donc à partir du moment où on sait ça, à partir du moment où on sait que ces produits sont totalement encadrés, nous, on était parti du principe que tout le monde va comprendre que ces produits avaient une utilité et donc il y a une mode qui va passer à un moment ou à un autre. Bon, les produits phyto, ok, mais on fait notre métier proprement et correctement. Et puis, écoutez, on a dû se rendre compte il y a quelques années, effectivement, que c'était beaucoup plus compliqué que ça et qu'il y avait un certain nombre de médias, d'ONG ou autres, qui avaient enfoncer cette brèche et qui a commencé à surjouer cette peur non plus de l'alimentation, puisque l'alimentation aujourd'hui en France, on a la chance de l'avoir en quantité et en qualité, ce qui n'est pas le cas partout à travers le monde, il faut quand même le rappeler. Et donc on commençait à surjouer cette partie-là et à créer ces fameuses peurs où aujourd'hui on retrouve, et je le vois malheureusement trop souvent quand je vais faire les courses, un certain nombre de personnes qui disent « Oh, c'est pas du bio, je vais peut-être être malade ». Allez-y, et il faut arriver à prendre le temps de leur expliquer. Sauf qu'on essaye de le faire à notre niveau. Mais bon, quand je parle avec une personne et que je regarde le nombre de personnes qu'il y a en France, il me faudrait plus d'une vie, plus de 10 vies, 100 vies. Donc, on a compris qu'il fallait qu'on en parle tous ensemble. Tous ensemble, c'est-à-dire l'industrie, mais également avec ceux qui l'utilisent. Et c'est là où on arrive dans cette difficulté d'arriver à ce que les agriculteurs, le monde des filières, soient à l'aise pour parler de ces produits-là, qui sont des produits de synthèse, donc des produits chimiques. Et je rappelle que le premier chimiste qui existe sur la planète, c'est la nature. C'est elle qui fait la chimie avant tout. Et on reproduit la nature de façon plus ou moins rapide. Évidemment, c'est extrêmement encadré. Et c'est cette utilité-là, c'est de ramener les gens sur une sérénité quant à la consommation des aliments produits en France que j'aimerais travailler. Ronan Chastelier, quel regard vous portez sur ce débat? Je voudrais d'abord défendre mes confrères en tant que rédacteur en chef de Life and Farm. Je ne crois pas qu'il y ait un discours dominant d'agribashing. Je ne crois pas du tout. Il suffit de regarder la presse, d'écouter la radio. Il y a probablement quelques prime time qui sont décevants pour certains professionnels, pour certains agriculteurs, etc. Mais il y a toujours des articles qui sont décevants. Je crois que c'est un peu le jeu de la démocratie, de pouvoir écrire tout ce qui nous passe par la tête. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est oui, effectivement, il fallait faire quelque chose d'autre en termes de presse. Moi, c'est la réponse que j'ai donnée à ça, c'est Life and Farms. C'est un journal, si vous voulez, qui est beaucoup plus décontracté dans son approche et qui essaie d'expliquer de manière, disons-le, un peu marrante, un peu plus décomplexée, beaucoup de problématiques agricoles. Voilà. Donc on a fait ce journal depuis, ça fait le 3e numéro.
Et on se rend compte, si vous voulez, en interviewant. Moi, j'ai toute une équipe de journalistes qui sont des journalistes grand public. Ils travaillent dans des rédactions comme Marie-Claire, comme Society, comme Technicart, comme Le Figaro. Enfin bon. Et ces journalistes-là sont tout à fait ouverts. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas une espèce de génie malin au fond d'eux-mêmes qui va les inciter à dire du mal systématiquement des produits phytosanitaires. Ils n'ont pas une incompréhension totale des réalités agricoles. Ils savent que, effectivement, on a besoin de mettre des produits pour avoir une certaine rentabilité. Ils connaissent les revenus agricoles qui sont assez modiques, de plus en plus modiques. Et donc, ils sont dans cette logique où ils essayent de comprendre. Comprendre, c'est s'inscrire dans le réel de l'agriculture. Le réel de l'agriculture, c'est effectivement, vous avez des gens qui ont fait le choix du bio intégral, il y en a d'autres qui font le choix des agricultures plus rentables. Il y a des pays, comme vous l'avez dit, qui ont besoin de ces produits-là juste pour nourrir leur population. Et je pense que les journalistes sont des gens comme les autres, suffisamment ouverts d'esprit pour comprendre que ces produits-là ont aussi un sens. Voilà. Donc je ne pense pas qu'il y ait on déblatère de manière large sur ce type de produit. Oui, j'aimerais quand même revenir sur un point. Évidemment, la liberté de la presse, il n'y a pas à discuter, hein, c'est évident. Non, mais là, j'avais un peu l'impression qu'on mettait au pilori, si vous voulez, quelques journalistes, Élise Lucet, etc. C'est pas comme ça qu'on va arriver à les convaincre. Et moi, chaque fois que j'entends ce type de propos, ça me hérisse un peu. Je le comprends. Et encore une fois, il faut accepter d'avoir ces points de vue différents. Ce qui, moi, me révolte dans certains cas, c'est quand on a 99 études qui donnent une réponse, et il y en a une qui donne une réponse différente. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'écouter, parce que des lanceurs d'alerte, c'est très bien, c'est nécessaire, mais ça veut quand même dire qu'il y en a 99 scientifiques qui ont fait des études et qui arrivent à une conclusion. Donc, à quel moment est-ce qu'il faut accepter une certaine forme de débat, et à quel moment il faut revenir sur l'aspect scientifique, parce que sinon on arrête tout. Ouais. On n'a plus du tout d'innovation. On a beaucoup de débats d'experts dans le domaine et on finit par plus très bien savoir quel scientifique a raison contre tel autre qui aurait tort. Les débats d'experts, les lecteurs et les consommateurs finissent par sentir une forme d'embrouille, si vous voulez, d'enfumage généralisé, et c'est la raison pour laquelle ils sont inquiets. Ils sont inquiets d'une agriculture extrêmement industrielle, ils sont inquiets de ce que vous appelez les pesticides, ils sont inquiets de plein de sujets parce que je sais pas, les industriels ont le chic pour sortir un joker d'études à chaque fois de leur poche. Et effectivement, c'est un peu déstabilisant à force. Alors, en fait, le débat, il est bien là, il est sur la perception de nos métiers. Et l'apprentissage qu'on a fait, c'est que rester caché dans nos laboratoires et caché derrière un vocabulaire scientifique, c'était plus efficace. Donc il faut qu'on arrive maintenant tous ensemble à changer cette perception. Et le plus crédible, ce que je disais dans les 10% qui sont intéressants dans ce reportage, je ne jette pas tout donc, c'est quand les agriculteurs prennent la parole. Vous jetez 90%. Oui, j'en jette 90% parce que ce n'est pas l'image de l'agriculture d'aujourd'hui, c'est une image de l'agriculture déformée. Et donc les 10% que je garde et que c'est là-dessus qu'il faut capitaliser, c'est quand les agriculteurs prennent la parole avec leurs mots, expliquent leurs problématiques et les solutions auxquelles ils ont recours. Après, nous, on est là pour fournir des technologies et répondre aux attentes des agriculteurs et aux attentes de la société. Ces attentes aujourd'hui, elles sont lesquelles? Elles sont moins de phyto et des produits plus naturels. Donc, on est tous lancés dans des activités de R&D en biocontrôle. Il y a une certaine forme d'exagération à un moment sur l'utilisation de ces produits qui a peut-être fait qu'aujourd'hui... je ne vous ai pas interrompu. Non, mais Donc, on va s'écouter. Donc, la recherche sur le biocontrôle, c'est quelque chose qui prend du temps. Aujourd'hui, on couvre à peu près 5-6% du marché. Donc, laissons aux industries et à la science le temps d'arriver. Les recherches sur les variétés aussi, qui sont une solution. Les recherches sur le digital. On investit tous beaucoup dans l'agriculture de précision et les nouvelles technologies agricoles. Donc, laissons le temps aux différents fournisseurs pour trouver les solutions et pour mieux répondre aux attentes sociétales. Mais je voudrais vous dire juste une chose. Les consommateurs qui sont ici dans les allées, ils ont autant confiance dans leur alimentation que les Russes et les Afghans. Je trouve que c'est quand même un échec collectif. Alors qu'on a le système de production alimentaire le plus durable, le plus sûr et le plus réglementé du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les agences européennes qui disent qu'il y a 98% des aliments qui sont tout à fait sains. Et M. Genet de l'ANSES à côté de nous a pris la parole hier pour dire qu'il n'y a pas de danger
il n'y a pas de risque pour le consommateur de consommer les aliments qui sont aujourd'hui sur le marché. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est collectivement capable de fournir une alimentation saine et de qualité, et cette perception, elle est mise en danger par un certain nombre de gens qui agitent des peurs. Voilà. Donc c'est ça qui est compliqué. Je réponds un tout petit peu. Si Très possible. court. Très court. J'ai rien contre votre métier, l'utilisation des produits phytosanitaires, etc. et la recherche que vous déployez. Mais je me plaçais juste du point de vue de l'opinion. Il faut quand même vous mettre à la place des consommateurs et des lecteurs qui, pendant un certain nombre d'années, ont vu passer beaucoup de produits qui, a posteriori, étaient considérés comme nocifs. Et aujourd'hui, ils se posent légitimement des questions. Voilà, on en est là. C'est juste un problème d'opinion. Moi, je ne fais pas un état critique de votre métier. Je constate juste que, du point de vue de l'opinion, c'est un peu normal que vous ayez des journalistes qui soient par moments un peu à charge parce qu'ils ont placé des choses extrêmement déplaisantes pour l'ensemble de la population. Je voudrais réagir pour vous, en prenant un exemple. C'est juste un problème d'opinion. Un exemple assez, peut-être un peu plus frappant que celui des pesticides, que les gens ont du mal à comprendre, parce que là, on est en train de parler de produits avec une utilité qui sont utilisés par des professionnels. Les gens ne comprennent pas, on a une formule chimique, ils se disent, oh mon Dieu, ils voient un nuage de fumée alors qu'il n'y a qu'1 litre de produit qui est mis à l'hectare, tout le reste c'est de l'eau. Si on utilise, si on regarde ça, on a toujours ce mélange entre danger et risque. Le danger, c'est le produit. Oui, c'est un produit qui, à un moment ou à un autre, est là pour combattre des bioagresseurs. 10 000, on parle de 10 000 environ. Et il faut effectivement arriver à trouver ces solutions-là. Et par contre, il faut les encadrer dans l'utilisation. Et les premiers qui sont les plus exposés, ce sont les agriculteurs. Donc là aussi, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. En 60 ans, on a divisé par 34 les doses de produits utilisés. En 20 ou 25 ans, vous avez 75% des produits utilisés qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. Donc, on améliore le système. Et aujourd'hui, on dit, oui, mais qu'est-ce qui a été fait avant? Alors, imaginez et regardez avec quelles voitures on roulait il y a 20, 25 ou 30 ans. Et aujourd'hui, ces voitures-là, impossible de les avoir. Enfin, on ne pourrait plus rouler avec. Donc, il faut laisser avec la le temps métaphore, d'avancer. mais malgré tout, il y a eu des abus. Et c'est un peu la raison pour laquelle l'opinion est inquiète. Élie Fougier, est-ce que vous avez l'impression que dans les autres pays européens, de tels débats peuvent avoir lieu? En partie, oui. En partie, oui. Mais au-delà de savoir ce qui se passe en Allemagne ou dans d'autres pays, je rejoins en partie aussi Ronan Chastelier sur un point qui est effectivement, il y a eu un certain nombre d'affaires, d'ailleurs pas nécessairement liées uniquement aux pesticides, parce que la crise de la vache folle, l'amiante, le sang contaminé ont été un certain nombre d'affaires qui ont tendu à montrer à l'opinion publique que dans des cas extrêmes de crise, effectivement, l'État, les autorités de régulation avaient tendance, en tout cas c'est en termes de perception, c'était le cas, de choisir les intérêts économiques au détriment de la santé publique ou de l'environnement. Donc effectivement, il y a un certain nombre de résidus, puisqu'on parle des produits phytosanitaires, au sein de l'opinion, qui a une certaine forme de défiance vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs, d'autant qu'aujourd'hui, on le voit aussi en termes politiques, on le voit dans d'autres secteurs d'activité. Dès qu'il y a un gros, entre guillemets, une grosse structure qui communique, qui s'exprime, il y a spontanément une défiance de la part de l'opinion publique parce que, effectivement, à un moment donné, l'opinion publique s'est sentie flouée. On l'a vu sur le plan politique avec ce fameux dégagisme. On le voit dans le rejet que certaines grandes entreprises suscitent, y compris des entreprises en matière de biotechnologie. Je ne veux pas citer de nom, mais enfin, on les devine. Donc, en la matière, il n'y a pas de fumée sans feu, effectivement. Et puis, je dirais, en termes de réponse à apporter, les entreprises de l'agrochimie ou surtout les agriculteurs auraient tort, à mon avis, d'être dans une logique de contre-attaque, de riposte vis-à-vis de ceux qu'ils voient comme leurs agresseurs, mais plutôt de s'adresser directement à l'opinion publique, d'essayer de rassurer cette opinion publique et de recréer un climat de confiance vis-à-vis de cette opinion, parce qu'il y a un paradoxe, on le sait, monsieur l'a dit, jamais sans doute la nourriture, l'alimentation n'a été aussi saine. En même temps, les enquêtes montrent bien qu'il y a une grande inquiétude vis-à-vis de cette alimentation, vis-à-vis de cette nourriture. Donc, il y a un élément important qui est de rassurer cette population. Le problème est de savoir par quel message et surtout par qui. Xavier Thévenot, vous avez innové puisque vous avez filmé l'entretien que vous avez eu avec la journaliste et vous l'avez publié en amont de l'émission. Pourquoi? Alors, on a fait ça assez naturellement.
D'abord pour informer nos collaborateurs, nos clients et les agriculteurs de ce qu'on allait dire, des messages. Et puis on l'a fait aussi un petit peu pour pouvoir véhiculer notre message intégralement et éviter que seul soient repris des messages coupés, parce que bon, il est peut-être retenu 3 minutes sur 1h15 qu'a duré l'interview. Donc on a voulu que l'ensemble des messages soient publiés. Et aussi, avant l'émission, apporter un certain nombre de réponses, je l'ai dit, à des faits qui ont été énoncés pendant l'interview, répétés pendant l'émission, des faits qui sont juste inexacts. Donc ça nous a paru important de donner notre point de vue en amont de l'émission afin que tout le monde puisse regarder cette émission en connaissance de cause. Je voudrais juste un peu élargir le débat parce qu'on est très franco-français et tout à l'heure, les personnes parlaient du problème de sécurité sanitaire alimentaire dans le monde. Juste pour donner quelques chiffres à notre auditoire, tous les jours, il y a à peu près 900 millions de personnes qui s'endorment en ayant faim. Voilà. Tous les jours, la ville de Rennes se rajoute sur Terre. Donc, nous, on est convaincus que la France, grande puissance agricole européenne, le grenier à blé de la France, a son rôle à jouer. Je rappelle qu'à peu près 50% de nos produits agricoles sont exportés et aident à la sécurité alimentaire dans le monde, et en particulier dans le continent qui est le plus proche de nous, qui est l'Afrique. Et donc nous pensons qu'avec cette population supplémentaire de la ville de Rennes chaque jour sur Terre, il nous paraît important d'optimiser la production. Ok, on entend les attentes sociétales, il faut répondre, produire mieux, peut-être mieux utiliser les produits phytosanitaires, utiliser les nouvelles technologies pour diminuer les doses et alterner, combiner les technologies. Mais par contre, on ne peut pas se regarder dans la glace le matin si on oublie qu'il y a 900 millions de personnes qui s'endorment chaque soir en ayant faim. En tout cas, c'est notre vision du monde agricole. Alors, pour prendre un peu de recul ou de distance également, dans la même veine, c'est vrai que la population française, c'est quoi? C'est 1% de la population mondiale. Donc on a d'énormes problèmes, évidemment en France, on le sait tous. On a la chance d'avoir une diversité de cultures qui est énorme. On a la chance d'avoir également des chefs, d'avoir une culture culinaire, une marque France. Et quand je discute avec mes collègues, j'en ai un qui gère le Moyen-Orient, l'Afrique, il me dit mais je ne comprends pas votre problème en France. Vous avez tout, vous avez une météo tempérée, vous avez une technologie, vous avez tout et vous n'arrêtez pas de râler. Donc c'est vrai que ramener ça au niveau mondial, avec la capacité que la France a aujourd'hui et la responsabilité, puisqu'on exporte quand même la moitié de notre production, donc on a aussi, ça aide à la balance commerciale et ainsi de suite, on est compétitif, on a une marque, on a tout ce qu'il faut et on arrive à se créer des problématiques franco-françaises. Donc, on parlait à un moment des difficultés que l'on a. On n'a pas que des problématiques franco-françaises. Le prix du blé, le prix du porc. Alors ça, c'est mondial. Ce ne sont pas totalement. des problématiques ça, c'est franco-françaises. complètement mondial. Contribue à une espèce de climat de morosité un peu ambiant dans le monde agricole. Je pense qu'on peut le verser au débat. Totalement. Et là, je suis totalement avec vous. Et si je pousse aujourd'hui un peu plus loin, parce que bon, on a des responsabilités françaises, mais on est dans des groupes qui sont européens, mondiaux. Aujourd'hui, la difficulté que j'ai, moi, c'est d'aller expliquer au niveau européen ou mondial ce qui se passe en France. C'est très complexe à expliquer. Ils me disent, mais attendez, vous n'avez aucun souci en France, tout va bien, c'est super encadré, et vous voulez aller encore un peu plus loin, mais vous pensez que les Français sont dans une situation particulière par rapport au reste de l'Europe? On est comme les Allemands, les Anglais, les Néerlandais, ceux d'Europe du Sud. Donc pourquoi la France va toujours un cran plus loin? Quand aujourd'hui on doit développer, on sait qu'on a une responsabilité pour amener les innovations de demain. Je rappelle que le biocontrôle dont tout le monde parle, Xavier en parlait, 5% aujourd'hui du marché, peut-être 15% en horizon 2025-2030, on ne sait pas exactement quand, mais ça ne se fera que si l'innovation se fait. Et aujourd'hui, arriver à avoir ces produits-là sans ou en faisant croire que ce ne sont pas des pesticides, je suis désolé, c'est de la connerie. Ce sont les pesticides de demain. Alors le mot pesticide fait peur, il y a des gens qui utilisent ça, ce sont des ONG, ce sont des médias, ça m'agace, parce qu'on oublie toujours ce côté utile, ce côté encadrement, et qu'il n'y a pas de crise sanitaire en France. On pourrait en discuter toute la soirée, mais malheureusement, il y a une fin, comme dans toutes les émissions. Voilà, on peut vous retrouver donc dans Life and Farm, c'est ça? Le premier journal qui a compris le feeling qui existait entre les citadins et les agriculteurs. Un journal gratuit qu'on peut trouver notamment sur le Salon de l'Agriculture. Messieurs, merci beaucoup d'être venus ici pour débattre de cette question. Merci à vous. Et puis, merci à vous surtout.